j'ai été amené à réfléchir sur ces questions-là. Donc le livre, en fait, s'intitule à la fois une dépendance ou indépendance, c'est comme on veut. En réalité, c'est un néologisme que j'ai fabriqué en 2010, donc on nous avait demandé de réfléchir sur les questions d'indépendance, quel bilan, on parlait des 50 ans d'indépendance. Et c'est vrai que c'est une question qui me posait problème, parce que une des premières entorses à la question même de l'indépendance, enfin pas une des premières, mais une des plus visibles pour ceux qui appartiennent à l'Afrique dite francophone, il y a aussi un problème, c'est déjà ne serait-ce que l'usage du franc, par exemple CFA, qui, pour tout le monde, c'est-à-dire que pour regarder n'importe quel pays, les îles Tonga, vous prenez l'Afghanistan, vous prenez des pays où il n'y a même pas de faculté de sciences économiques, où il y en a depuis très peu, ça leur paraît évident d'avoir une monnaie. Et tous les pays qui, aujourd'hui, qui sont présentés comme des pays qui font beaucoup d'efforts en termes économiques, on les appelle entre guillemets émergents, ils ont tous une monnaie à eux. Et nous, on a des pays où, quand on prend tous les programmes, aujourd'hui, prenez tous les programmes de développement économique de nos pays, ils disent tous, on veut être des pays émergents. Mais c'est extraordinaire de voir qu'ils disent tous qu'ils veulent être des pays émergents et ils n'abordent pas la question de la monnaie, alors que tous les pays émergents ont leur propre monnaie et ont une utilisation volontariste de l'instrument monétaire. C'est vraiment... Et là, ça pousse même à des réflexions qui pourraient, pourraient nous amener dans une forme de pessimisme. C'est-à-dire qu'en réalité, une certaine relation, je dirais, de colonialisme après la colonie, elle obstrue quelque part le raisonnement pur. C'est-à-dire qu'un certain contexte dans lequel on peut fonctionner et vivre finit par avoir une telle influence sur nous que notre propre capacité à raisonner est handicapée. Parce que la réflexion qu'on peut avoir, ne serait-ce que sur cette question-là, si vous prenez des gens qui sont en Afrique de l'Est, pour eux, ça sort même du débat. On ne débat même pas de savoir le Botswana a sa monnaie, voilà, le Kenya a sa monnaie, etc. Après, on peut dire, voilà, on peut faire une utilisation plus ou moins judicieuse. Mais le fait que l'essentiel des élites africaines aujourd'hui, opposition entre guillemets de gouvernement comprise, si on prend l'Afrique francophone, ils ne remettent pas du tout en cause cette question-là. Ils ne cherchent même pas à la critiquer. Alors, je pourrais vous donner d'ailleurs des exemples assez anecdotiques où j'ai participé à un colloque, c'était en janvier, et un économiste d'ailleurs que je remercie en tout cas au début de mon ouvrage, il a travaillé pour la Banque centrale BCAO, etc., pour l'UMOA. Et puis voilà, aujourd'hui on est une des zones où on a un excédent, on a des réserves monétaires par milliers de milliards de CFA. Par milliers de milliards. Et très concrètement, ce qu'on a aujourd'hui en réserve, c'est beaucoup plus que ce qu'on reçoit en aide, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on est dans l'irrationalité économique la plus totale. Donc, il propose, on était donc dans un colloque avec des anciens grands ministres, premiers ministres, quelques anciens présidents. Et puis donc sa proposition, c'est un universitaire, il a proposé une utilisation possible de ces réserves, en disant voilà, on peut financer telle chose, on peut émettre de la monnaie de telle façon, vraiment très technique et très précis. Parce qu'il a travaillé aussi sur les questions céréalières, comment soutenir l'agriculture céréalière, etc., puisqu'on a des réserves excédentaires. Et juste pour vous donner, vraiment pour aller rapidement sur cette question-là, dans le rapport final, on n'a même pas abordé cette proposition qui était peut-être une des seules de tout le colloque. Même pas abordé. Et c'était voilà, des universitaires, des gens, des premiers ministres, anciens premiers ministres. Pour vous dire jusqu'où va cette question de dépendance, ne serait-ce que même intellectuelle. Donc je réfléchissais à ces questions donc depuis, je ne pourrais même pas dire depuis quand. Hein. J'ai eu la chance ou la malchance quand j'étais au lycée de lire très vite des gens comme Mongobeti. Et c'est des gens, bon, je ne sais pas s'il faut avoir certaines dispositions ou une certaine
façon de les lire en tout cas, qui vous communiquent quand même une certaine, je dirais pas une forme de rébellion, une forme de refus de certaines inégalités. Hein, quand vous les lisez, Ville cruelle, etc., d'emblée vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je les ai lus très vite, très tôt. J'ai lu aussi, parce qu'il était enseigné à l'école, j'ai lu aussi Césaire. Donc ces deux personnages mis ensemble, voilà, ils m'ont toujours animé en fait. Hein. C'est vraiment, pour moi, c'est quelque part des formes de figures familières. Et à partir de, voilà, je me suis toujours posé un certain nombre de questions, quel que soit le domaine que j'abordais. Donc quand je vais aborder les sciences économiques, je me dis, mais là on me fait des modèles très théoriques, et je regarde la microéconomie, j'en ai fait, microéconomie avancée, la façon dont on modélisait le comportement humain, ça me paraissait extrêmement éloigné de la réalité. Où on dit, voilà, l'être humain fait ses choix tout seul, il optimise. Et je me rendais compte que dans la vie de tous les jours, l'être humain ne faisait pas des choix tout seul. Il était toujours dans un environnement, il a une culture, il a ceci, et tous ces éléments-là jouaient sur lui. Donc ça me paraissait bizarre. Donc je me suis dit, mais regarde un peu ce que font d'autres disciplines. C'est pour ça que je suis allé aussi regarder ce que disaient les sociologues, puisque je lisais des gens comme Jean-Marc Ella ou comme Jean Ziegler, mais d'avant, pas le Pop Ziegler, le Ziegler des années 50-60, qui faisait sociologie, anthropologie, avec vraiment des concepts très intéressants. Et je me rendais compte que ça m'apportait beaucoup. Je comprenais aussi mieux les comportements, même économiques, en allant voir du côté de la culture, des rapports sociaux. Donc j'ai toujours eu un peu cette forme de dire, ok, on regarde, on accepte ce qu'on nous dit, mais bon, il n'est pas interdit de réfléchir parce que la connaissance vient d'un lieu. Et c'est ça qui m'a donc progressivement amené à développer d'autres démarches. Hein. J'ai développé tout ce qui touche à l'économie des biens culturels, ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie culturelle, dans les années 90. À l'époque, il n'y avait personne ne parlait de ces questions-là, des Africains en tout cas. Et j'étais très surpris à chaque fois de voir qu'il n'y avait même pas de rapport sur ça. Et pourtant, on exportait déjà des djembés, du kente, toutes sortes d'objets artisanaux. Et je me rendais compte, quand j'allais par exemple au Ghana, que je voyais des exportateurs ghanéens qui faisaient 400 000 $ par an d'exportation de quoi? De produits artisanaux. L'arrivée, quand même, ça m'amène à faire quoi? À comprendre que la représentation économique qu'on a aujourd'hui de l'économie africaine est totalement biaisée. On nous dit, par exemple, aujourd'hui, on nous dit à peu près quoi? Vous avez des pays où on nous dit 50, 60, 70%, c'est de l'informel. Ça veut dire qu'en gros, tout le débat, tout ce qu'on dit sur l'économie, en gros, on parle quoi? De 25%, de 30%, de 40%. C'est incroyable. Et ça fait plus de 30 ans, 40 ans que ça dure. On parle donc de quoi? Quelque part, en fait, ma réflexion ici, c'est un peu sur l'art de faire semblant. Mais un art absolument destructeur de faire semblant. C'est-à-dire, on est convaincu qu'on existe quelque part, alors qu'en réalité, tout ce qu'on fait tous les jours, c'est qu'on refuse d'exister. Si je devais creuser vraiment le fondement philosophique de ma réflexion, ce serait celle-là, au fond. On nous dit dans les années 50, 60, disons, ce que moi j'ai appelé le proclamationnisme, on est indépendant, donc on se proclame indépendant. Il y a des pays qui sont indépendants en même temps. Il y a des pays qui sont indépendants. Et puis dans le même temps, les fonctions régaliennes d'un État, à savoir que l'armée, on dit tout ce qui est stratégique et qui relève de l'armée, c'est l'ancienne puissance colonisatrice. Allez, on est supposé être indépendant, disons, pas forcément en faveur de l'ancienne puissance colonisatrice. On peut même imaginer que le fait d'être indépendant peut quand même s'opposer un peu à l'ancienne puissance colonisatrice. Ça peut paraître normal partout ailleurs. Mais chez nous, non. C'est exactement le contraire. C'est-à-dire le fait de devenir indépendant, on va légaliser, on va juridiciser le fait que d'autres assument nos tâches régaliennes. Et on va fonctionner comme ça pendant 60 ans. Et moi, j'ai été vraiment déprimé, mais totalement déprimé l'année dernière. Une dépression parce que on avait, j'en discutais tout à l'heure avec Bellec, on avait l'idée, un peu le fantasme de se dire, bon, il y a des îlots démocratiques qui se développent, l'Afrique du Sud, le Mali, etc. Mais quand on y regarde de près, on voit que très peu de pays africains aujourd'hui peuvent sanctuariser un territoire. C'est-à-dire que dire simplement, j'ai un territoire. Ça, c'est mon territoire et c'est un sanctuaire. On a très, très peu de pays.
un des pays les plus peuplés, non, si on prend le Nigeria, on sait comment ça se passe au nord du Nigeria aujourd'hui, avec Boko Haram, mais entre autres. Et il y a des raisons. C'est-à-dire que son voisin, que nous connaissons ne serait-ce qu'un peu, ne peut pas non plus assurer qu'il a la maîtrise de son territoire, ne serait-ce qu'avec la frontière nigérienne. Mais ce n'est pas que la frontière de Bakassi. C'est jusqu'au nord du Cameroun, parce que c'est une très longue frontière. On sous-estime le reste, mais toute cette partie-là, on n'a pas une vraie maîtrise du territoire. Globalement, alors si on prend le Congo, RDC, Congo, on n'en parle pas. Hein, la question des frontières, de dire, est-ce qu'il y a un État qui peut dire aujourd'hui, je maîtrise ce territoire? Quand on va en Centrafrique, c'est pareil. Au Soudan, la question est ce qu'elle est aujourd'hui, on la connaît. Donc en réalité, c'est quand même très très problématique du point de vue simplement de dire être souverain, c'est définir un État, déjà, et définir un État ne serait-ce qu'au plus simple degré territorial. Cette question-là n'est pas évidente. Le Tchad aujourd'hui, qui envoie des soldats au Mali, et c'est tant mieux, mais il n'y a pas si longtemps, une rébellion tchadienne est arrivée non seulement à N'Djamena, mais elle arrivait au palais présidentiel. Et donc quand on parle d'indépendance, de souveraineté, franchement, on parle de quoi? Il faut quand même qu'on revienne à ça. Nous avons, en principe, des lieux de rencontre où nos souverains, nos dirigeants, une faculté à décider pour les grandes questions qui nous concernent, en particulier l'Union africaine. L'OUA va supposer, en tout cas va fêter ses 50 ans, je crois bientôt, en mai. Cette institution, l'OUA, est aujourd'hui financée à plus de 80%, voire 90% par l'Union européenne. C'est l'art de faire semblant. L'art de faire semblant. Comment voulez-vous, vous êtes financé à plus... Alors, il y a à peu près, historiquement, 4 ou 5 pays qui sont à jour de la cotisation. Vous avez des institutions sous-régionales, CEAC, etc. Tous les programmes qu'elles font, ces institutions, dès qu'elles font un programme, elles amènent la facture à Bruxelles. Vous avez dit oui, je prends, ou non, je ne prends pas. Oui, je finance, non, je ne finance pas. Donc on est vraiment dans un monde totalement inversé. Les catégories du langage qu'on utilise pour décrire notre situation sont totalement en antagonisme avec la réalité. Et du coup, nous-mêmes, on vit dans une forme d'irrationalité parce qu'on manipule des choses qui ne sont même pas seulement virtuelles, parce qu'il y a le virtuel vrai et le virtuel faux. On est dans un virtuel faux. C'est-à-dire quand on dit on a un État, quand on dit on a une monnaie, quand on dit on a une défense nationale, on n'a pas de défense nationale. On a des forces qui ont comme mandat principalement de faire une répression interne, on va dire, ou en tout cas d'user de leur monopole de la violence légitime, en principe, à usage interne. Mais c'est tout, ça ne suffit pas. On voit qu'aujourd'hui, le nord du Mali a été pris en très peu de temps, hein, pas que le nord d'ailleurs, plus de la moitié du Mali a été pris en très peu de temps. Voilà. Les 2 tiers du Mali, voilà, en très peu de temps. Ceux qui ont fait partir le président centrafricain, ça a été très rapide aussi. Voilà. En quelques semaines, ils étaient à la capitale. Et on ne peut pas dire que, par ailleurs, la question ne se pose pas. Donc ça, ce sont des éléments, je pense, on peut les discuter dans les proportions, naturellement. Et moi, je serais heureux de me tromper par exagération. Je serais vraiment heureux. Mais globalement, je doute fort qu'on puisse remettre complètement en cause cette situation, en tout cas, de nos indépendances supposées. Et je pense qu'il faut au moins, tout au moins, pour ceux qui reviennent à ceux qui réfléchissent à ces questions-là, au moins avoir suffisamment, disons, d'honnêteté, d'une part, et puis de radicalité pour dire les choses. Parce que radicalité, c'est pas forcément négatif. La radicalité, c'est aller au radical, aller à la racine. Donc il faut vraiment arriver à dire les choses telles qu'elles sont. Et le langage, le lexique international s'oppose à ça. S'oppose au fait que quand vous dites indépendant, il y a des choses que vous ne pouvez plus concevoir. Or, elles sont légion chez nous. Et donc, cet ouvrage contribue un peu à ça. C'est une contribution
au fait de décrypter le réel et de dire ce qu'il est, même si c'est pas forcément amusant, même si c'est pas plaisant. Un autre aspect que j'ai voulu mettre en avant, bien sûr, j'essaie d'abonder un imaginaire, donc de mettre à la disposition d'un public le plus large, grâce aux éditions Théâtre, de mettre à la disposition des références qui sont des références autres que celles qu'on a l'habitude de lire et d'entendre. Bien sûr, je commence par un texte que j'intitule « Demain s'appelle Oum », bien sûr par référence à Oum. Et donc quand je dis demain, c'est parce que quand on lit un peu la vie de cet homme, on voit vraiment la notion de l'esprit public. L'esprit public et de la chose publique, la chose politique, vraiment dans le sens le plus élevé, presque mystique du terme. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va faire de l'éducation politique jusque dans le maquis. C'est-à-dire qu'il est traqué, il sait qu'il est traqué, mais il continue d'expliquer pourquoi il faut aller à la démocratie, pourquoi il faut... C'est extrêmement rare. Voilà quelqu'un qui est dans le maquis, il écrit des lettres à ses adversaires politiques de l'époque, en disant voilà les problèmes de notre pays, faisons attention au tribalisme. Il y a une des lettres de Oumyobé qu'il avait écrite à André Marimbida. Clairement, il le dit. C'est des choses très rares. Nous, quand on nous parle effectivement du Che Guevara, de Gur, mais honnêtement, quand on lit le combat des gens comme Oumyobé, des gens comme Lumumba, lisez la lettre de Lumumba, sa dernière lettre, lettre à Pauline, qu'il écrit à sa femme, c'est très touchant. C'est des gens qui sont déjà dans une optique d'autre chose, ils sont ailleurs. Ils disent voilà notre combat pour notre peuple. On ne veut le mal de personne, on veut l'émancipation, la libération de notre peuple. Ça peut exiger à un moment donné que nous ne soyons plus de ce monde, mais voilà, il faut faire ça, c'est le chemin à suivre. Et c'est en ce sens que je dis, en les citant quelquefois de façon un peu redondante, mais c'est des redondances volontaires, c'est pour que voilà, on trouve de la matière dans ces figures. Et je pense que ce sont des figures aussi de sortie de crise et des figures qui peuvent nous amener à augmenter notre ontologie quelque part, notre être. C'est-à-dire qu'il y a, il me semble, un vrai déficit d'être aujourd'hui. Et je pense que c'est peut-être ce qui nous résumerait nos positions au mieux. Déficit d'être au sens où le monde nous exige, le monde exige de nous pour que nous soyons des êtres, que nous soyons beaucoup plus exigeants, que nous soyons beaucoup plus, parfois beaucoup plus vertueux, beaucoup plus stratégiques, beaucoup plus intelligents, que nous allions vers des conquêtes beaucoup plus élevées que ce que nous sommes prêts à faire aujourd'hui pour nous-mêmes. Et tant qu'on est dans ce décalage-là, on risque toujours le pire. Parce qu'on ne sait pas tout. C'est-à-dire qu'on ne sait pas tout et surtout, tout n'est pas diffusé. Aujourd'hui, on nous parle de l'Afrique du Sud, c'est bien, on a organisé une Coupe du Monde, ci ou ça. Mais c'est quand même, c'est un lieu où, jusqu'aux années 90, il s'est passé une des plus grandes barbaries humaines. Où on stérilisait les femmes, où il y avait des attentats tous les jours, il y avait un vrai programme pour limiter la population noire en Afrique du Sud. Et pour la limiter par des moyens de ce qu'on a appelé de bioterrorisme. On disait, bon, est-ce qu'on peut trouver une molécule, le fameux docteur Lamort, docteur Basson, c'était son projet. Est-ce qu'on peut trouver une molécule qui permette, à un moment donné, de n'attaquer que des Noirs, parce que comme la démographie en faveur des Noirs, et que le contexte international veut qu'on aille tous vers une démocratie, si on fait une démocratie du jour au lendemain, c'est les Noirs qui gagneront. Donc le programme, c'était ça, ça s'appelait le Project Coast. Vous retrouvez les références. Et quels sont ceux qui ont participé à ce programme? Les mêmes, hein. Il y avait la France, il y avait les États-Unis, il y avait Israël, il y avait l'Allemagne, il y avait l'Angleterre, mais il y avait aussi la Libye et vraisemblablement aussi la Syrie. Donc, si on veut sauter à pieds joints sur ces réalités-là, quelque part, on fait très peu de cas de nos propres existences. Très peu de cas. Donc, alors ça, je le dis, je donne ces éléments un peu à bâton rompu pour dire un peu sur quels aspects j'ai vraiment l'impression que notre souveraineté ne nous tient pas tant à cœur que ça, finalement. Parce que, comme disait quelqu'un, bon, on sait se battre quelquefois contre nos ennemis, moins contre nos amis. Et peut-être aujourd'hui, notre vrai problème, Césaire disait, le noir et le nègre doivent apprendre à être un démiurge pour devenir un homme.
c'est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est-à-dire que compte tenu du conditionnement historique, de la charge historique qui pèse sur le négro africain aujourd'hui, les efforts qu'il doit fournir doivent être les efforts d'un dieu pour qu'il devienne seulement un homme, comme les autres. Et je pense que cette phrase de Césaire était prophétique en un sens et puis extrêmement, extrêmement valable. Il n'y a pas longtemps, je discutais, j'ai rencontré, mais plus ou moins par hasard, une dame qui était une Coréenne, historienne, etc. Et elle nous expliquait que voilà, eux aussi, les Coréens, ils avaient dû, pour leur histoire, écrire leur histoire en essayant de sortir de l'influence japonaise, qui avait aussi eu un aspect colonial sur eux, et en essayant de sortir de l'influence occidentale, qui a aussi un discours sur eux. Et ils trouvaient que c'était méritoire que les Africains essayent de le faire, mais elle trouvait que c'était très compliqué parce qu'on utilisait des langues qui n'étaient pas les nôtres. Et que eux, ils avaient eu au moins cet avantage, c'est qu'ils avaient leur propre langue, sur laquelle ils pouvaient se fonder, construire des concepts, etc. Voilà notre aspect qui me semble alors, à la fois relever de notre responsabilité immédiate, c'est les aspects de servitude intellectuelle. Servitude, on peut dire de façon plus polie ou plus différente, en tout cas, les aspects de colonialité intellectuelle. Je pense que là-dessus, on doit être très vigilant et très sévère avec nous-mêmes. Parce que c'est vrai, pour produire des connaissances, on a besoin de moyens, c'est vrai. Mais aujourd'hui, si on peut dire qu'il y a une disproportion dans les forces matérielles, on ne peut pas accepter qu'on ait aussi une disproportion dans la production des connaissances et dans, on va dire, dans la vigilance intellectuelle. Or, je pense qu'on y est encore largement aujourd'hui. Je prends un exemple. On a expliqué aux Africains pendant longtemps, et ils s'en sont fait les ambassadeurs, ils se sont fait les ambassadeurs de ces voix, que d'une part, ils étaient au même niveau que la Chine dans les années 60, 50, et que la Corée aussi. Et que pour cette raison-là, deux explications majeures pouvaient rendre raison de notre situation. La première, une explication que je dirais essentialiste. Bon, vous n'arrivez pas, c'est parce que vous ne pouvez pas, vous êtes un noir africain, et donc vous n'êtes pas de la même espèce quelque part que les autres. Il y a ce discours-là, quand on met en avant la Chine, la Corée. Puis il y a d'autres qui disent, oui, bon, vous avez appliqué des mauvaises politiques. Et les Africains se sont jetés sur ce type d'argument. Certains, parce que ça leur permettait de faire produire des discours contre, on va dire, les États, les régimes en place. On va dire, ben, tiens, on va le faire parce que, effectivement. Et c'est devenu une forme de common knowledge, vous savez, comme on dit, un savoir commun. Tout le monde utilise, c'est devenu normal, basique. Ah ben oui, les autres, ils étaient un peu. Donc j'ai regardé un peu cette question, mais vraiment tout aussi rapidement que les autres, en me disant, bon, faisons un peu attention. Alors ils ont pris les PIB par tête. C'est-à-dire on prend en gros la production nationale et on divise par la population. Pour toute personne qui a appris à faire une division, vous savez bien que si vous faites une division et que le dénominateur est très important, vous avez la richesse. Si vous prenez, vous la divisez par 1 million, vous la divisez par 1 milliard, c'est pas pareil. Mais d'accord. C'est-à-dire que la richesse par tête que vous allez avoir pour la Chine sera toujours en apparence beaucoup plus faible que les vraies capacités technologiques de la Chine. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, la Chine en PIB par tête n'est pas plus élevée que l'Angola, par exemple, ou peut-être même que le Gabon, ou disons la Guinée équatoriale. Donc ça veut dire que si on reprend le même raisonnement aujourd'hui, on devrait dire que la Guinée équatoriale est plus développée que la Chine. Si on se base sur le PIB par tête. Or, c'était sur cet argument principalement qu'on s'est basé. Ça ne tient pas parce qu'il y a un effet de taille qu'on n'a pas mis suffisamment en avant. C'est que si vous avez, même si vous produisez beaucoup de richesses, si vous êtes, et que vous allez sur la Lune, quand on regarde la richesse produite, si vous êtes de 1 milliard, 200 ou 300, en richesse par tête, vous pouvez être ramené apparemment à un niveau de richesse par tête égal au Mali, au Burkina Faso ou au Cameroun. D'accord?
Alors que vous n'avez absolument, ça n'a rien à voir. Donc là-dessus, aussi voilà, par défaite intellectuelle quelque part, par refus d'une combativité intellectuelle, on a avalisé des argumentaires qui sont extrêmement dangereux pour l'Afrique, parce qu'ils ont beaucoup de sous-entendus. Derrière ces argumentaires se sont glissés d'autres. On vous aide et voilà, on a aidé l'Afrique pendant je ne sais pas combien de temps, ça donne rien. Parce qu'ils ne sont pas capables, on n'y peut rien, ils sont comme ça. Mais il y a aux États-Unis, au Canada, dans les pays anglo-saxons, où ils font souvent des tests de QI auxquels ils croient beaucoup. Dans leurs tests, ça reste valable de dire que globalement, les Noirs sont moins intelligents, plus violents, etc. Et vous en avez qui disent, il y avait un ouvrage qui était sorti, de Bell Curve, qui disait, voilà, il y a une courbe en cloche, comme la loi normale statistiquement, qui dit oui, finalement, ces gens, en fait, c'est pas la peine de donner des aides, etc., parce que ça change rien, puisqu'ils sont comme ça. Vous voyez, voilà comment, sans faire vraiment attention, on valide des choses qui vont vraiment contre nous. Mais ce n'est pas rien, en fait. Ces argumentaires-là s'ajoutent à toute une histoire. Si quelqu'un comme Mitterrand a pu dire tranquillement que dans ces pays-là, un génocide, ce n'est pas trop important, et que toute la classe politique française s'est tue à ce sujet, ce n'est pas pour rien. C'est parce que c'est un contexte intellectuel qui n'est pas du tout en déphasage avec ça. Et ça veut dire aussi qu'on pourrait avoir demain exactement la même chose que ce qui s'est passé en 1994. Ça ne changerait rien du tout. Rien du tout. Le pire, ce n'est pas que ça ne change rien pour les Occidentaux. Le pire, c'est que ça ne change rien pour nous. Et ça ne change rien pour nous parce que nous fonctionnons aussi avec les mêmes appareils intellectuels et qu'on pâtit et on compatit aussi au rythme des médias occidentaux. Et ça, je pense que c'est extrêmement grave. Là-dessus, je crois qu'on est, entre guillemets, impardonnable. Parce qu'on peut au moins produire des réflexions alternatives. Il y en a d'autres, bien sûr, on ne va pas toutes les faire. Mais j'essaye de montrer que nous disposons d'un répertoire extrêmement riche, extrêmement abondant, pour recréer et revivifier nos imaginaires. Cette question, en gros, si on va vite, et qu'on peut appeler la décolonisation des imaginaires, ce n'est pas une lubie intellectuelle, ce n'est pas juste une envie de le faire, juste voilà, pour se faire plaisir. Les Indiens l'ont fait. Ils ont aujourd'hui tout ce qui touche à des spécialistes sur ces questions-là, qui étudient comment les connaissances se répandent, les asymétries dans la circulation des connaissances, etc. Les latino-américains, sud-américains le font aujourd'hui. Il y a des grands professeurs, des Criado, Portugal, qui travaillent que là-dessus, qui parlent de la désobéissance épistémique, disant qu'il faut même refuser la façon de présenter, de découper les connaissances, la façon dont l'Occident le fait, pour produire ses propres connaissances. Comme vous savez, nous sommes un répertoire à la fois de richesse de l'imaginaire, mais de richesse dans les savoir-faire. Toute la pharmacopée africaine, dont nous avons sûrement tous bénéficié à des titres divers, et aujourd'hui, c'est une ressource incroyable. Si on parlait simplement de brevets, des brevets, bien sûr, ça pose des problèmes parce que c'est souvent collectif, etc. Mais ce n'est pas des problèmes insolubles. Il y a une possibilité d'aller très très loin dans ce domaine. Et juste pour info, la Chine a beaucoup développé cet aspect de sa médecine traditionnelle depuis l'acupuncture, mais aujourd'hui ils ont lancé des programmes nouveaux pour continuer de développer la médecine chinoise traditionnelle au-delà de l'acupuncture. Et vous verrez que dans 10-15 ans, quand ils auront une nouvelle génération de médicaments, on sera surpris. Mais de quoi serons-nous surpris? Puisque nous avons ces matériaux chez nous, et que nous refusons à les étudier. On les a. Alors, là j'ai parlé que de la pharmacopée, mais il y a tout un ensemble de sciences et de techniques qu'on appelle traditionnelles. Je fais d'ailleurs l'analogie avec pas mal de chercheurs sud-américains qui revoient aujourd'hui les connaissances des peuples amérindiens, qui essaient de voir, que ce soit les traditions artisanales, les traditions de soins, etc. Ils revoient tout ça pour voir comment ça peut, effectivement, abonder le fond des connaissances de leur nation. Donc si nous, au moins sur ces aspects-là, sur lesquels on a quand même une marque de manœuvre, on ne fait rien,
on ne pourrait pas être surpris demain que ces mêmes produits nous reviennent brevetés et soient des médicaments, puisque une grande partie de la production pharmaceutique aujourd'hui se base quand même sur des essences naturelles. Quand vous interrogez les peuples qu'on appelle rapidement les pygmées, vous savez, ils ont, pour la même plante, je vais vous dire un peu jusqu'où ça va, la même plante, ils peuvent la nommer de 3 ou 4 façons différentes. Vous savez en fonction de quoi? En fonction de l'heure où on coupe la plante. Vous êtes certains beaucoup plus scientifiques que moi, mais vous avez compris ce que ça veut dire. Puisque tout ce qui touche à la photosynthèse, etc., la plante n'a pas toutes les mêmes essences au même moment de la journée. Et ils ont cette connaissance-là et ils arrivent à la nommer différemment en fonction de cette, je dirais, cette énergie qu'elle a. Et dire, si vous coupez telle plante à tel moment, elle peut soigner ça. Si vous la coupez à tel autre moment, elle soigne ça. Si vous la prenez la nuit, elle soigne ça. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne, on se refuse à toutes ces connaissances qui sont les nôtres, qui ont été produites depuis des millénaires, qui sont encore disponibles, alors pas forcément au coin de la rue, mais en tout cas, ça fait partie de notre effort à produire. Il y a un autre espace, je vais arrêter là, qui me semble indispensable à étudier. D'abord, l'espace des cosmogonies, c'est-à-dire l'ensemble des explications on va dire, de l'avant-monde. C'est impressionnant de voir comment les Africains je dirais les Africains anciens, ont investi dans ce domaine-là. J'ai trouvé beaucoup de peuples qui ont une explication, en tout cas qui proposent une explication. Ce n'est pas forcément une explication scientifique au sens contemporain, mais ce sont des sources d'inspiration. Des sources d'inspiration. Bon, les cosmogonies Dogon ont été, par Griol entre autres, on les connaît, on sait tout ce qu'elles peuvent apporter, entre autres dans le domaine de l'astronomie, mais il y en a d'autres. Il n'y a pas que les cosmogonies Dogon. Moi, je vois, si vous prenez les cosmogonies Fan, par exemple, elles sont tout aussi intéressantes. Elles vous parlent de la création de l'humanité à partir d'un œuf de cuivre qui a explosé. Enfin, c'est vraiment des choses... donc, même en termes simplement d'imaginaire, d'inspiration, on peut trouver dans ce monde cosmogonique des hypothèses nouvelles sur le réel. Mais dans tous les domaines des sciences humaines et des sciences dites dures. Donc je pense que c'est une des voies qu'il faudrait absolument creuser avec des moyens appropriés. C'est valable pour l'imaginaire, c'est valable pour la gestion des relations sociales.